Le 31 octobre 1987, 4 personnes sont parties faire une randonnée dans les Alpes françaises pour profiter du week-end de la Toussaint. Aucune d'entre elles n'est jamais revenue. Pendant 15 ans, leurs familles ont vécu dans l'incertitude la plus totale, sans le moindre indice, sans la moindre trace, sans même un corps à enterrer. Puis, au printemps 2002, des ouvriers qui travaillaient sur l'élargissement d'une route de montagne près de Chamonix ont découvert quelque chose d'extraordinaire enfoui sous la terre. Un sac à dos. À l'intérieur, une carte topographique couverte d'annotations qui allaient tout changer. Ce qui était écrit sur cette carte a fait trembler les mains de l'inspecteur qui l'a examiné pour la première fois. Les annotations révélaient que le groupe avait volontairement dévié de leur itinéraire prévu. Mais pourquoi ? Qu'avaient-ils découvert dans ces montagnes qui les avaient poussés à abandonner leur plan? Et surtout, comment cette carte s'est-elle retrouvée enterrée à plusieurs kilomètres de leur dernière position connue? Cette découverte allait déchirer le voile d'un secret gardé depuis des décennies. Un secret qui remontait aux heures les plus sombres de l'histoire européenne. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Chamonix-Mont-Blanc, situé dans le département de la Haute-Savoie, est une commune nichée au pied du massif du Mont-Blanc, à la frontière avec la Suisse et l'Italie. En 1987, cette ville comptait environ 9000 habitants permanents, mais ce nombre explosait pendant les saisons touristiques. L'automne était particulièrement apprécié des randonneurs locaux qui connaissaient bien la région, car les sentiers étaient moins fréquentés qu'en été, et les couleurs des mélèzes offraient des paysages spectaculaires. Marc Lefebvre avait 42 ans cette année-là. Professeur de géographie au lycée de Chamonix depuis 15 ans, il était passionné par les montagnes qui l'entouraient. Grand, les cheveux châtains striés de gris, Marc était connu pour sa méticulosité presque obsessionnelle dans la préparation de ses randonnées. Il possédait une collection impressionnante de cartes topographiques qu'il annotait avec précision après chaque sortie. Ses collègues le taquinaient souvent en disant qu'il connaissait les Alpes mieux que sa propre maison. Sophie, sa femme, travaillait comme infirmière à l'hôpital municipal de Chamonix. À 39 ans, elle était l'opposé de Marc en termes de personnalité, spontanée et enjouée, mais elle partageait sa passion pour la montagne. Ils s'étaient rencontrés lors d'une randonnée organisée par le club alpin local en 1973 et ne s'étaient plus quittés. Ensemble, ils avaient élevé leur fils Vincent, qui avait 15 ans en octobre 87. Julien Garnier, 28 ans, était photographe indépendant spécialisé dans les paysages de montagne. Ses clichés avaient été publiés dans plusieurs magazines de randonnée et d'alpinisme. Il avait rencontré Marc 3 ans auparavant, lors d'une exposition à la bibliothèque municipale, où Marc donnait une conférence sur la géologie alpine. Depuis, il partageait régulièrement des sorties en montagne, Marc apportant ses connaissances géographiques et Julien capturant la beauté des lieux. Élise Garnier, 26 ans, épouse de Julien depuis 2 ans, enseignait à l'école primaire du centre-ville. Originaire de Lyon, elle s'était installée à Chamonix après avoir obtenu son poste. Au début, elle trouvait les montagnes impressionnantes, presque intimidantes, mais Sophie l'avait prise sous son aile et l'avait initiée progressivement aux joies de la randonnée. Les 4 formaient un groupe soudé. Ils se voyaient régulièrement, pas seulement pour les randonnées, mais aussi pour des dîners, des soirées de jeux de société, des discussions qui s'éternisaient tard dans la nuit. Vincent appréciait particulièrement Julien, qui lui avait appris les bases de la photographie, et lui prêtait parfois son vieux appareil pour ses propres explorations. La région de Chamonix était marquée par son histoire riche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les montagnes avaient servi de refuge et de passage pour de nombreuses personnes fuyant l'occupation. Des résistants utilisaient les sentiers isolés pour leurs opérations, et plusieurs réseaux d'évasion aidaient des personnes à traverser vers la Suisse neutre. Cette histoire était bien connue des habitants, et Marc, en tant que professeur, s'intéressait particulièrement à ces récits.
Il avait même mené quelques recherches sur les anciens sentiers utilisés par la Résistance, consultant des archives locales et interrogeant des anciens du village. Au cours de l'été 87, Marc avait passé plusieurs soirées à la mairie, consultant de vieux documents et des témoignages collectés dans les années 70. Il avait mentionné à Sophie qu'il avait découvert des références à un refuge de montagne qui n'apparaissait sur aucune carte moderne, un lieu qui aurait été utilisé comme cache pendant la guerre. Sophie n'y avait pas prêté grande attention à l'époque. Marc avait toujours des projets de recherche en cours. Le matin du 30 et 1 octobre 1987 était frais et dégagé. Le ciel bleu profond promettait une journée parfaite pour la randonnée que Marc avait planifiée depuis plusieurs semaines. Le week-end de la Toussaint offrait 3 jours consécutifs, une opportunité idéale pour une sortie un peu plus ambitieuse que d'habitude. Vincent se souvenait parfaitement de ce matin-là. Il était resté à la maison, légèrement grippé, et sa mère avait insisté pour qu'il ne les accompagne pas malgré ses protestations. À 7h30, il avait regardé ses parents charger le coffre de leur Renault 25 bleu garé devant la maison, rue du Liret. Marc vérifiait méthodiquement leur équipement, cochant chaque élément sur une liste qu'il tenait à la main. Sac à dos, gourde, trousse de premier secours, lampe frontale, carte, boussole, vêtements de rechange, provisions pour 2 jours. Julien et Élise étaient arrivés à 8h moins le quart dans leur Peugeot 305 blanche. Élise portait une veste de randonnée rouge vif, toute neuve, qu'elle avait achetée la semaine précédente dans un magasin de sport local. Julien avait son appareil photo Nikon accroché autour du cou, comme toujours. Il avait ébouriffé les cheveux de Vincent, en plaisantant sur le fait qu'il allait manquer des paysages extraordinaires. Avant de partir, Marc était remonté dans la maison. Il avait embrassé Vincent sur le front et lui avait dit de prendre soin de lui. Puis, de manière inhabituelle, il avait ajouté quelque chose que Vincent n'oublierait jamais. Marc avait dit, avec un sérieux inhabituel dans la voix, que s'il ne revenait pas avant le 2 novembre au soir, Vincent devait donner à l'inspecteur Blanchard un cahier rouge rangé dans le tiroir du bas de son bureau. À l'époque, Vincent avait trouvé cela étrange, presque dramatique, mais Marc avait rapidement souri et ajouté que ce n'était qu'une précaution, qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver en montagne. À 8 heures précises, les 2 voitures étaient parties en direction du parking des Houches, situé à environ 10 km au sud-ouest de Chamonix. C'était le point de départ habituel pour plusieurs sentiers de randonnée menant vers le massif. Selon le plan que Marc avait partagé avec Vincent et quelques collègues, il prévoyait de suivre un itinéraire circulaire de 2 jours, passant par le refuge du Goûter pour la nuit du 30 et 1 octobre, puis revenant par un autre sentier le 1er novembre. Il devait être de retour en fin d'après-midi, le 2 novembre. Madame Chevalier, une retraitée qui habitait près du parking des Houches, les avait vus garer leur véhicule côte à côte vers 8h45. Elle promenait son chien tous les matins à la même heure et connaissait de vue plusieurs habitués du parking. Elle se souvenait particulièrement d'Élise à cause de sa veste rouge distinctive. Le groupe avait pris le temps d'organiser leurs affaires, transférant des provisions et du matériel d'une voiture à l'autre pour équilibrer le poids des sacs à dos. Madame Chevalier avait remarqué qu'ils semblaient de bonne humeur, riant et discutant avec animation. Monsieur Arnaud, un guide de montagne qui partait pour une sortie avec des clients, les avait croisés sur le sentier vers 9h30. Il avait échangé quelques mots avec Marc qu'il connaissait vaguement. Marc lui avait mentionné qu'ils se dirigeaient vers le refuge du Goûter et qu'ils espéraient profiter du beau temps avant le changement de météo prévu pour le 2 novembre. Le groupe était bien équipé et Monsieur Arnaud n'avait noté aucun signe d'inquiétude ou de comportement inhabituel. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait vivants. Le 2 novembre au soir, Vincent attendait avec anxiété. 19 heures passèrent, puis 20 heures. À 21 heures, il était vraiment inquiet et appela les parents d'Élise à Lyon, qui n'avaient aucune nouvelle. À 22 heures, il contacta le poste de gendarmerie de Chamonix. On lui dit d'attendre jusqu'au matin, que des retards pouvaient arriver, qu'il ne fallait pas s'alarmer prématurément.
Le 3 novembre à l'aube, quand aucun des 4 n'était encore rentré, une équipe de gendarmes se rendit au parking des Houches. Les 2 véhicules étaient toujours là, exactement où ils avaient été garés. Aucun signe d'effraction, rien d'inhabituel. À l'intérieur des voitures, tout semblait normal. Des vestes supplémentaires sur la banquette arrière, des cassettes audio dans le lecteur de la Renault, un livre sur le siège passager de la Peugeot. Une opération de recherche et de sauvetage fut immédiatement lancée. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, basé à Chamonix, coordonna les efforts. Des équipes parcoururent l'itinéraire prévu, interrogèrent le personnel du refuge du Goûter qui confirma que le groupe ne s'y était jamais présenté. Des hélicoptères survolèrent la zone pendant 3 jours consécutifs. Des chiens de recherche furent déployés. Des volontaires locaux, dont plusieurs collègues de Marc et d'Élise, participèrent aux battues. Rien. Pas le moindre sac à dos abandonné, pas de vêtements accrochés à une branche, pas de traces de campement improvisé. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés quelques heures après avoir été vus sur le sentier. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar pour Vincent. À 15 ans, il se retrouvait effectivement orphelin, vivant chez sa tante Marguerite, la sœur cadette de sa mère, qui habitait Annecy. L'adolescent qu'il était ne savait pas comment gérer le gouffre béant qui s'était ouvert dans sa vie. Pire encore, il n'y avait pas de corps, pas de funérailles, juste une absence terrible et incompréhensible. L'inspecteur Henri Blanchard, de la gendarmerie de Chamonix, avait pris le dossier en charge. Âgé de 47 ans, cheveux gris coupés courts et regard perçant, Blanchard était connu pour sa ténacité. Il avait interrogé Vincent plusieurs fois, toujours avec douceur, mais aussi avec une précision qui montrait qu'il ne laissait rien au hasard. Vincent lui avait parlé de la phrase étrange de son père à propos du cahier rouge, mais quand ils avaient ouvert le tiroir, il n'y avait rien. Le cahier avait disparu, probablement emporté par Marc lui-même. Blanchard avait exploré toutes les pistes possibles. Accident ? Peu probable qu'un accident ait pu effacer toute trace de 4 personnes en même temps. Avalanche ? Il n'y en avait eu aucune signalée dans la région à cette période. Chute collective dans une crevasse. Marc connaissait trop bien le terrain pour commettre une telle erreur, et l'itinéraire prévu ne passait par aucune zone glaciaire dangereuse. Fugue volontaire, rien dans leur vie ne suggérait qu'ils auraient voulu disparaître. Leur compte bancaire n'avait montré aucun retrait inhabituel avant le départ. Leur passeport était resté chez eux. La théorie la plus troublante, celle que Blanchard gardait pour lui, mais qui le hantait, était celle d'une agression. Mais par qui? Et pourquoi? Et comment expliquer l'absence totale de traces? Même un enlèvement bien organisé laisse généralement des indices. Les parents d'Élise, Monsieur et Madame Fontaine, vinrent de Lyon et restèrent à Chamonix pendant 2 mois, espérant désespérément des nouvelles. Madame Fontaine s'était effondrée à plusieurs reprises, incapable d'accepter que sa fille unique ait pu simplement disparaître. Monsieur Fontaine, lui, s'était plongé dans l'action, participant à chaque battue, distribuant des affiches avec les photos des disparus, harcelant quotidiennement les gendarmes pour savoir si de nouvelles pistes avaient émergé. Au lycée où Marc enseignait, ses collègues organisèrent une cérémonie commémorative en décembre 87. Vincent y assista, regardant fixement les photos de son père affichées dans le hall, incapable de pleurer, pris dans une sorte d'engourdissement émotionnel. Comment pouvait-on faire le deuil de quelqu'un dont on ne savait même pas s'il était mort? L'année suivante, en 1988, Vincent retourna vivre à Chamonix. Sa tante Marguerite avait accepté de déménager pour qu'il puisse terminer ses études au même lycée où son père avait enseigné. La maison familiale de la rue du Liret resta inhabitée pendant plusieurs mois. Personne n'osait suggérer de la vendre. C'était comme si tout le monde attendait que Marc et Sophie reviennent simplement un jour, comme si rien ne s'était passé. Vincent développa une obsession pour comprendre ce qui était arrivé. À 16 puis 17 ans, il passait ses week-ends à marcher sur les mêmes sentiers, à interroger les guides locaux, à étudier les cartes de son père qui étaient restées dans le bureau. Il avait remarqué que certaines cartes avaient des annotations étranges, des cercles autour de zones qui ne correspondaient à aucun sentier balisé, des notes cryptiques dans les marges.
Mais il ne savait pas comment interpréter ces indices. Julien avait un frère cadet, Nicolas, qui avait 24 ans au moment de la disparition. Nicolas travaillait comme menuisier à Annecy et n'était pas particulièrement proche de son frère aîné. Ils avaient grandi dans des circonstances difficiles, leur père les ayant abandonnés quand ils étaient enfants. Julien avait été comme un second père pour Nicolas, mais leur relation s'était distendue quand Julien était parti vivre à Chamonix. La disparition raviva paradoxalement leur lien. Nicolas venait régulièrement à Chamonix, pas tant pour participer aux recherches que pour passer du temps avec Vincent, comme si prendre soin du fils de l'ami de son frère était une façon de maintenir Julien en vie. Les années passèrent avec une lenteur cruelle. 1989, 90, 91. Le dossier resta officiellement ouvert, mais l'activité investigatrice diminua progressivement. Blanchard prit sa retraite en 1993, frustré de n'avoir jamais résolu ce qui était devenu l'affaire la plus mystérieuse de sa carrière. Avant de partir, il convoqua Vincent, alors âgé de 21 ans, et lui remit une copie du dossier complet. C'était irrégulier, mais Blanchard sentait que ce jeune homme méritait d'avoir accès à toutes les informations. Vincent dévora le dossier. Il y découvrit des détails qu'il ne connaissait pas. Des témoignages contradictoires sur la direction exacte que le groupe avait prise après avoir quitté M. Arnaud. Une déclaration d'un berger qui pensait avoir entendu des voix dans un secteur inhabituel de la montagne dans l'après-midi du 31 octobre, mais qui n'était pas sûr de la date. Une note de Blanchard mentionnant que le matériel de camping que Marc avait acheté le 28 octobre était prévu pour des températures beaucoup plus froides que celles attendues pour le week-end, comme s'il prévoyait d'aller à une altitude beaucoup plus élevée que l'itinéraire annoncé ne le suggérait. En 1995, les parents d'Élise demandèrent officiellement que leur fille soit déclarée décédée. La procédure légale aboutit en 1996. Ce fut comme un second deuil. Monsieur Fontaine organisa une cérémonie à Lyon sans corps, juste une plaque dans le caveau familial. Vincent y assista, observant le visage ravagé de Madame Fontaine, comprenant que la douleur ne s'atténuait jamais vraiment, elle se transformait juste. Vincent devint lui-même professeur d'histoire-géographie, comme une façon d'honorer son père. En 1997, il obtint un poste au collège de Salanches, une commune proche de Chamonix. Il s'installa dans un petit appartement, maintenant la maison familiale comme un musée personnel, visitant régulièrement pour s'asseoir dans le bureau de son père, touchant les livres, les cartes, cherchant désespérément un indice qui lui aurait échappé. Nicolas Garnier s'était marié et avait eu un fils en 1995 prénommé Julien, en mémoire de son frère. Il maintenait un contact régulier avec Vincent. Ils se voyaient plusieurs fois par an, parlant peu de la disparition, mais gardant ce lien silencieux forgé par la tragédie commune. Le printemps 2002 apporta des changements inattendus. Le Conseil général de Haute-Savoie avait approuvé un projet d'élargissement de plusieurs routes de montagne pour améliorer l'accès aux zones touristiques. L'une de ces routes, la départementale 401 qui serpentait au sud-ouest de Chamonix, nécessitait des travaux importants. Le 17 avril 2002, une équipe de travaux publics commença les opérations de terrassement sur un tronçon particulièrement étroit de la route, à environ 8 km du parking des Houches. Le secteur était connu localement sous le nom de le virage du Berger, à cause d'un vieux hangar à moutons à moitié effondré qui se trouvait à proximité. Jean-Louis Perrin, conducteur d'excavatrice depuis 23 ans, travaillait méthodiquement, retirant la terre et les rochers pour élargir l'accotement. Vers 15h45, alors qu'il creusait à environ 1,50 m de profondeur, il sentit sa pelle heurter quelque chose de différent. Pas de la roche, quelque chose de plus mou. Il descendit de sa machine pour examiner. Dépassant de la terre fraîchement remuée, il y avait un morceau de tissu bleu foncé. Perrin appela son contremaître, Didier Marchand. Ensemble, ils dégagèrent délicatement l'objet. C'était un sac à dos de randonnée de marque Lafuma, complètement détrempé et partiellement décomposé mais encore reconnaissable. Le tissu était moisi, les fermetures éclairs corrodées, mais la structure générale tenait encore.
Marchand, qui avait travaillé dans la région toute sa vie et se souvenait vaguement de l'histoire des randonneurs disparus 15 ans plus tôt, insista pour qu'il contacte immédiatement la gendarmerie avant d'ouvrir le sac. À 16h10, 2 gendarmes arrivèrent sur place. Le brigadier-chef Thomas Durand, 42 ans, prit les choses en main avec la prudence d'un professionnel expérimenté. Avec des gants, Durand ouvrit lentement le sac. À l'intérieur, miraculeusement protégé par une pochette plastique étanche qui avait remarquablement bien résisté, se trouvaient plusieurs objets. Un porte-monnaie contenant une carte d'identité au nom de Marc Lefebvre. Une petite trousse de premiers secours dont le contenu était inutilisable. Une lampe frontale et surtout une carte topographique au 1/25 millième de la région, pliée et dépliée tant de fois que les plis étaient déchirés à plusieurs endroits. Durand déplia soigneusement la carte sur le capot de son véhicule. Ce qu'il vit le fit pâlir. La carte était couverte d'annotations à l'encre bleue et rouge, des cercles, des flèches, des notes griffonnées dans les marges. Mais ce qui était le plus troublant, c'était un tracé rouge qui partait du parking des Houches et suivait le sentier prévu sur environ 5 kilomètres, puis déviait brusquement vers le nord-est, s'enfonçant dans une zone montagneuse non balisée. Dans la marge supérieure de la carte, écrit en lettres capitales légèrement tremblantes, on pouvait lire « Si nous ne revenons pas, cherchez refuge. Coordonnées 45 023 N, 6 456 E, clé sous pierre plate entrée. » Durand prit immédiatement son téléphone et contacta la brigade de Chamonix. Cette découverte changeait tout. Après 15 ans de silence complet, voilà qu'un élément concret refaisait surface. Et cet élément suggérait que Marc Lefebvre avait anticipé la possibilité de ne pas revenir, qu'il avait laissé un message, des instructions. Le lendemain matin, une équipe d'investigation fut constituée. Le capitaine Laurent Mercier, qui avait repris le poste de Blanchard des années auparavant, prit la direction des opérations. À 45 ans, Mercier était méthodique et patient. Il avait étudié le dossier original quand il avait pris ses fonctions et avait toujours été intrigué par cette affaire irrésolue. Vincent reçut l'appel le 18 avril à 11h du matin. Quand Mercier lui annonça la découverte, Vincent sentit ses genoux se dérober. Pendant 15 ans, il avait oscillé entre l'espoir et le désespoir, et voilà qu'une pièce du puzzle refaisait surface. Il prit immédiatement sa voiture et roula jusqu'à Chamonix, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. À la gendarmerie, Mercier lui montra le sac et son contenu disposés sur une table dans une salle d'interrogatoire. Vincent reconnut immédiatement le sac de son père. Il se souvenait l'avoir vu 100 fois dans le garage familial. Il reconnut aussi l'écriture sur la carte, cette écriture précise et légèrement penchée vers la droite que son père utilisait pour annoter tous ses documents. Les coordonnées mentionnées sur la carte pointaient vers un secteur de montagne situé à environ 12 km au nord-est du parking des Houches, dans une zone peu fréquentée du massif. Ce n'était pas un endroit où des randonneurs ordinaires s'aventuraient. Le terrain était difficile, rocheux, sans sentiers aménagés. Aucun refuge officiel n'était recensé dans ce secteur sur les cartes modernes. Mercier expliqua à Vincent qu'une expédition serait organisée dès que les conditions météorologiques le permettraient. Fin avril, la neige était encore présente à haute altitude et il fallait attendre que le temps se stabilise. Vincent supplia pour être autorisé à accompagner l'équipe. Mercier hésita, puis accepta à condition qu'il reste en arrière et suive les instructions à la lettre. Les 2 semaines suivantes furent un supplice d'attente pour Vincent. Mercier avait constitué une équipe composée de gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, d'un géologue local nommé François Roche qui connaissait la région intimement, et d'un spécialiste de l'histoire locale, M. Bertrand Clément, un retraité de 78 ans qui avait vécu toute sa vie à Chamonix et avait une mémoire encyclopédique des vieilles histoires de la vallée. Vincent, de son côté, avait contacté Nicolas Garnier pour lui annoncer la nouvelle. Nicolas était venu immédiatement à Chamonix, amenant avec lui son fils, le jeune Julien, qui avait maintenant 7 ans.
Ensemble, Vincent et Nicolas avaient passé des heures à examiner les cartes du père de Vincent, cherchant des indices supplémentaires qui auraient pu être laissés. C'est durant ces recherches que Vincent découvrit quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Dans un tiroir du bureau de son père, sous une pile de vieilles copies d'examen, il trouva un petit carnet à spirale. Ce n'était pas le cahier rouge dont son père lui avait parlé, mais un simple carnet de notes. À l'intérieur, des griffonnages, des calculs de distance, des croquis sommaires. Et à la page 15, une date, 14 juillet 1944, suivie de Opération Cadence, 12 personnes, refuge nord-est. Vincent montra immédiatement sa découverte à Mercier. Le capitaine fronça les sourcils. Opération Cadence n'évoquait rien dans les archives officielles locales qu'il avait consultées. Mais Monsieur Clément, quand on lui montra la note, eut une réaction immédiate. Il se souvenait d'avoir entendu parler, quand il était jeune, d'un réseau de résistance qui avait opéré dans la région pendant la guerre. Un réseau très discret, dont les membres n'avaient jamais vraiment parlé après la libération. Certains d'entre eux étaient morts en emportant leurs secrets. Clément expliqua que son propre père, qui était dans la résistance, lui avait mentionné une fois qu'il existait des caches dans les montagnes, des endroits où on pouvait cacher des gens, des armes, des documents, mais les emplacements exacts n'étaient jamais révélés, même aux proches. Après la guerre, beaucoup de ces refuges avaient été oubliés volontairement. Certains secrets étaient considérés comme trop dangereux pour être transmis. Le 2 mai 2002, les conditions météorologiques furent jugées acceptables. L'équipe se mit en route à l'aube. Outre Mercier, Vincent, Nicolas, Roche et Clément, il y avait 4 gendarmes du PGHM, équipés pour l'alpinisme, dont le lieutenant Arnaud Besson, qui coordonnerait les aspects techniques de l'ascension. Ils partirent du parking des Houches, suivant d'abord le sentier balisé que Marc et son groupe avaient emprunté 15 ans auparavant. Après environ 5 kilomètres, conformément aux annotations sur la carte retrouvée, ils quittèrent le sentier et s'engagèrent dans un terrain non balisé, progressant lentement à travers des éboulis et des affleurements rocheux. Le géologue Roche était fasciné. Il notait que le terrain montrait des signes d'anciens glissements, probablement survenus il y a des décennies. Certaines zones avaient été complètement remodelées par les mouvements naturels de la montagne. Cela pouvait expliquer pourquoi les recherches initiales n'avaient rien trouvé. Si le groupe s'était aventuré dans ce secteur et avait été pris dans un glissement de terrain, leurs traces auraient pu être complètement effacées. Après 4 heures de marche difficile, utilisant les coordonnées GPS correspondant à celles notées sur la carte, ils arrivèrent dans une petite cuvette naturelle entourée de falaises rocheuses. L'endroit était invisible depuis en bas et difficile d'accès. Il fallait vraiment savoir qu'il existait pour le trouver. Au fond de la cuvette, à moitié cachée par des rochers éboulés et de la végétation, il y avait une ouverture. Pas une grotte naturelle, mais manifestement quelque chose de construit. Des pierres avaient été empilées pour créer une structure semi-enterrée, camouflée avec soin. L'entrée était étroite, à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. Besson examina la structure avec précaution. Elle était ancienne, très ancienne. La mousse et le lichen couvraient les pierres. Mais il était clair que quelqu'un avait tenté d'y accéder relativement récemment. Certaines pierres avaient été déplacées. La végétation devant l'entrée avait été arrachée. Les traces étaient encore visibles malgré les années. Mercier chercha la pierre plate mentionnée dans la note. Il la trouva à gauche de l'entrée, une pierre relativement lisse parmi les roches irrégulières. Il la souleva. En dessous, dans une petite cavité, il y avait quelque chose enveloppé dans du plastique graisseux. Il développa délicatement l'emballage. C'était une clé en fer forgé, lourde et ancienne, ternie par le temps mais encore intacte. Vincent sentit sa gorge se serrer. Son père avait été ici, son père avait trouvé cet endroit, et quelque chose ici avait tout changé. L'intérieur du refuge était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Une fois passée l'entrée étroite, l'espace s'ouvrait sur ce qui avait manifestement été aménagé comme un abri souterrain. Le plafond voûté était soutenu par des poutres en bois, noircies par le temps. Le sol était en terre battue. L'air était humide et sentait le moisi.
mais la structure tenait toujours debout après plus de 60 ans. Besson installa des lampes portables puissantes qui illuminèrent l'espace. L'équipe entra lentement, avec respect, comme si elle pénétrait dans un lieu sacré. Le long des murs, il y avait des étagères rudimentaires qui avaient autrefois contenu des provisions. Quelques boîtes de conserve rouillées traînaient encore, leurs étiquettes complètement effacées. Dans un coin, une pile de couvertures militaires moisies. Dans un autre, ce qui ressemblait à des restes de matériel de transmission radio désuet. Mais ce qui capta immédiatement l'attention de Mercier était au centre de la pièce, une caisse en bois, fermée par un cadenas moderne, pas ancien. Et à côté de la caisse, soigneusement disposés sur une bâche en plastique pour les protéger de l'humidité, 4 sacs à dos de randonnée. Vincent reconnut immédiatement le sac rouge d'Élise. La veste rouge vif qu'elle portait ce matin-là était soigneusement pliée à côté. Les larmes lui montèrent aux yeux. Après 15 ans, des objets qui avaient appartenu à sa mère étaient là, devant lui, tangibles, réels. Mercier fit signe à son équipe de procéder avec méthode. Ils photographièrent tout avant de toucher quoi que ce soit. Les sacs furent examinés un par un. Ils contenaient le matériel habituel de randonnée, de la nourriture non périssable, des vêtements de rechange. Mais ils contenaient aussi des objets personnels. L'appareil photo Nikon de Julien avec plusieurs pellicules non développées, le portefeuille de Sophie avec des photos de Vincent, le couteau suisse que Marc portait toujours sur lui. La clé retrouvée sous la pierre correspondait au cadenas de la caisse. Mercier l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des documents, des dossiers jaunis, des lettres, des photographies en noir et blanc de la Seconde Guerre mondiale. Et, sur le dessus, un épais cahier rouge. Le cahier que Marc avait mentionné à Vincent ce matin d'octobre 87. Mercier sortit le cahier et l'ouvrit. La première page contenait une note datée du 31 octobre 1987, écrite de la main de Marc. À celui qui trouvera ce cahier. Si vous lisez ceci, c'est que nous n'avons pas survécu à notre décision. Je dois expliquer ce qui nous a amenés ici. Depuis plusieurs mois, j'ai mené des recherches sur l'histoire de la résistance locale pendant la guerre. En consultant les archives municipales, j'ai découvert des références à un réseau nommé Opération Cadence, qui aurait opéré dans ce secteur en juillet 1944. Le 14 juillet 44, 12 personnes, juives pour la plupart, des enfants, ont été amenés dans un refuge secret pour attendre un passeur qui devait les conduire en Suisse. Le passeur n'est jamais venu. Des documents fragmentaires suggèrent que le groupe a été trahi, mais avant que les Allemands n'arrivent, les résistants ont décidé de sceller le refuge avec les gens à l'intérieur, pensant que ce serait temporaire, qu'ils reviendraient les libérer. Mais quelque chose a mal tourné. Le refuge n'a jamais été rouvert. Les personnes à l'intérieur sont mortes. Vincent sentit ses mains trembler en tenant le cahier. Mercier continua à lire à voix haute, sa voix tendue. J'ai trouvé les coordonnées approximatives du refuge, grâce à un vieux journal appartenant à un résistant décédé, dont la famille a donné les archives à la mairie. J'ai compris que 12 personnes innocentes avaient été oubliées ici, enterrées sans sépulture appropriée. C'était insupportable. J'en ai parlé à Sophie, Julien et Élise. Nous avons décidé qu'il fallait venir ici, vérifier si le refuge existait encore, voir si nous pouvions retrouver ces restes et leur donner une sépulture digne. Nous avons prétendu faire une randonnée normale pour ne pas inquiéter Vincent. Si nous sommes morts ici, c'est par notre propre choix et notre conscience. Nous ne pouvions pas laisser ces âmes oubliées. Le cahier contenait ensuite des photocopies des documents que Marc avait trouvés, des témoignages fragmentaires, des cartes annotées. Tout ce qui avait mené Marc à identifier l'emplacement du refuge. Mais la question restait, qu'était-il arrivé aux 4 randonneurs? Clément, le vieil historien, avait remarqué quelque chose. Au fond du refuge, il y avait une autre ouverture, partiellement obstruée par un éboulement. Il s'approcha, écartant des pierres avec précaution. Derrière, il y avait un passage étroit, qui s'enfonçait plus profondément dans la montagne. Besson,
et 2 de ces hommes s'engagèrent dans le passage avec leurs lampes. Vincent voulut les suivre, mais Mercier le retint fermement. Après ce qui sembla une éternité, mais ne dura probablement que 10 minutes, Besson revint, le visage grave. « Il y a une chambre intérieure, dit-il doucement. C'est là qu'ils sont. Une chambre plus petite, au fond, où l'air était encore plus vicié. Et là, disposés avec soin contre le mur du fond, il y avait des ossements, beaucoup d'ossements. Les restes des 12 personnes qui avaient été oubliées en juillet 44, et devant eux, comme en veille, 4 corps plus récents. Marc, Sophie, Julien et Élise étaient assis contre le mur opposé, leurs corps momifiés par l'air sec et froid de la chambre souterraine. Ils portaient encore leurs vêtements de randonnée. Leurs visages étaient paisibles. À côté d'eux, il y avait des bouteilles d'eau vides et des emballages de nourriture. Ils avaient survécu quelques jours. Un autre cahier était serré dans les mains de Marc. Mercier le prit avec une infinie délicatesse. Les dernières pages contenaient des entrées datées. 31 octobre, 20 heures, nous avons trouvé le refuge. C'est pire que ce que j'imaginais. Les restes sont là, exactement comme les documents le suggéraient. Nous avons décidé de passer la nuit ici pour documenter tout, prendre des photos, dresser un inventaire complet avant d'alerter les autorités. Demain matin, nous partirons chercher de l'aide. 1er novembre, matin, problème. L'entrée s'est effondrée durant la nuit. Un glissement de terrain, probablement causé par les pluies récentes qui ont déstabilisé le terrain au-dessus. Nous sommes piégés. Nous avons essayé de dégager l'éboulement, mais c'est impossible sans équipement. Les pierres sont trop lourdes et instables. Nous avons de la nourriture pour environ 3 jours, de l'eau pour 2. Nous essayons de rationner. Julien a construit un cairn de pierre près de l'entrée extérieure, espérant que quelqu'un le remarquera. 1er novembre, soir, Sophie a une idée. Nous allons cacher nos sacs à l'extérieur avant que l'entrée ne soit complètement bloquée. Si quelqu'un trouve le refuge plus tard, au moins il y aura une trace. J'ai emporté un sac avec ma carte à noter. Je vais essayer de le cacher quelque part où il pourra être trouvé un jour. Mon seul regret est Vincent, mon fils. Je suis désolé, j'ai voulu faire quelque chose de bien, honorer ces morts oubliés, et maintenant je t'abandonne. Pardonne-moi. 2 novembre. L'air devient difficile à respirer. Nous avons peu d'oxygène. Nous avons essayé de creuser, encore et encore, mais nous sommes épuisés. Élise pleure. Sophie la tient dans ses bras. Julien et moi avons épuisé toutes nos options. Nous avons décidé de nous asseoir avec les autres, ceux qui sont morts ici avant nous. Il y a une sorte de justice dans ça. Nous sommes venus les trouver, maintenant nous restons avec eux. À Vincent, si tu lis ceci, tu as été la plus grande joie de ma vie. Vis pleinement, n'aie pas peur, je t'aime. C'était la dernière entrée. Vincent s'effondra. Nicolas le rattrapa, le tenant serré contre lui. Les 2 hommes pleurèrent ensemble, finalement, après 15 ans d'attente et d'incertitude, ayant enfin la vérité. Une vérité terrible, mais en quelque sorte aussi belle dans sa tragédie. Ses parents étaient morts en essayant de faire la chose juste. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de procédures, de médias, d'émotions. La découverte du refuge et de ses occupants fit les gros titres nationaux. L'histoire des 12 victimes de la Seconde Guerre mondiale oubliées pendant près de 60 ans toucha profondément l'opinion publique. L'histoire des 4 randonneurs modernes qui avaient donné leur vie en essayant de leur rendre justice était à la fois déchirante et inspirante. Les restes des 16 personnes furent récupérés avec le plus grand respect. Des analyses ADN confirmèrent les identités de Marc, Sophie, Julien et Élise. Et, pour les 12 autres, des recherches historiques minutieuses, menées en collaboration avec le Mémorial de la Shoah, permirent d'identifier 7 d'entre eux grâce au registre de déportation et aux témoignages de survivants de l'époque. 5 restèrent anonymes, mais on savait maintenant qu'ils avaient existé, qu'ils avaient eu des noms, des vies, des familles. Le 15 juin 2002, une cérémonie d'enterrement collective fut organisée au cimetière de Chamonix. Une foule immense se rassembla. Des dignitaires, des survivants de la Shoah, des historiens, des simples citoyens touchés par cette histoire.
Vincent prononça un éloge funèbre pour ses parents, sa voix se brisant à plusieurs reprises, mais tenant bon jusqu'au bout. Nicolas parla pour son frère et Élise, évoquant leur générosité d'esprit et leur courage moral. Une plaque commémorative fut installée près du refuge, accessible par un nouveau sentier qui fut créé pour permettre aux visiteurs de rendre hommage. La plaque portait les noms des 12 victimes de la guerre et des 4 randonneurs de 87, tous réunis dans la mémoire collective. Les pellicules de l'appareil photo de Julien furent développées. Elles contenaient des images déchirantes, des photos des ossements dans le refuge prises avec respect, des photos de Marc documentant les lieux. Une dernière photo, probablement prise par Sophie, montrant les 4 amis ensemble dans le refuge, leurs visages graves mais déterminés, conscients de l'importance de ce qu'ils faisaient. Vincent fit agrandir cette dernière photo et l'accrocha dans le salon de la maison familiale où il retourna finalement vivre. Chaque jour, il regardait ces visages, son père, sa mère, Julien, Élise, et il ressentait un mélange complexe de chagrin et de fierté. Ils étaient morts, c'était vrai. Mais ils étaient morts, en faisant quelque chose qui avait du sens, en honorant des vies oubliées, en refusant de laisser l'injustice et l'oubli avoir le dernier mot. Nicolas et son fils Julien venaient souvent lui rendre visite. Le jeune garçon, maintenant qu'il était assez grand pour comprendre l'histoire, posait des questions sur son oncle homonyme. Vincent et Nicolas lui racontaient, transformant la tragédie en leçon, en inspiration. En 2003, Vincent écrivit un livre sur toute l'histoire, depuis les recherches de son père jusqu'à la découverte finale. Le livre, intitulé « Le refuge oublié », connut un succès considérable. Les bénéfices furent reversés à des organisations œuvrant pour la mémoire de la Shoah et pour la sécurité en montagne. Madame Fontaine, la mère d'Élise, mourut en 2004. Avant sa mort, elle confia à Vincent qu'elle avait finalement trouvé la paix. Savoir ce qui était arrivé à sa fille, comprendre que Élise n'avait pas souffert longtemps, qu'elle était morte entourée d'amis en faisant quelque chose de noble. Cela lui avait permis de lâcher prise sur la colère et l'amertume qui l'avaient rongé pendant 15 ans. L'inspecteur Blanchard, bien qu'à la retraite, fut invité à la cérémonie commémorative et fut profondément ému de voir enfin la résolution du cas qui l'avait hanté. Il avoua à Vincent que durant toutes ces années, il avait toujours senti qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait une dimension du mystère qu'il n'arrivait pas à saisir. Maintenant, tout avait un sens. Vincent continua à enseigner, mais il donna aussi des conférences sur l'histoire de la résistance locale et sur l'importance de ne jamais oublier. Il emmenait régulièrement ses élèves visiter le refuge devenu mémorial, leur racontant l'histoire complète, leur montrant comment un acte de mémoire et de conscience peut avoir des conséquences inattendues. Il pensait souvent à cette phrase que son père avait écrite dans le cahier « Nous ne pouvions pas laisser ces âmes oubliées ». Marc Lefebvre n'avait pas pu supporter l'idée que 12 personnes innocentes soient restées abandonnées dans la montagne, sans nom, sans reconnaissance, sans même une tombe marquée. Cette empathie, cette incapacité à rester indifférent face à l'injustice, même une injustice vieille de plusieurs décennies, c'était l'essence de qui était son père. Et maintenant, Vincent portait cet héritage. Il s'assurait que personne ne soit oublié. Ni les 12 victimes de juillet 44, ni les 4 randonneurs d'octobre 87. Leurs noms étaient gravés dans la pierre, dans la mémoire, dans les cœurs. Ils vivaient à travers l'histoire, à travers les livres, à travers les conversations qu'ils inspiraient. Par une ironie étrange, le sac de Marc qui avait été enterré au virage du Berger s'était retrouvé là à cause d'un glissement de terrain survenu probablement en 88 ou 89, des années après leur mort. Marc avait dû le cacher près du refuge, espérant qu'il serait trouvé, mais le mouvement de la montagne l'avait déplacé, l'enfouissant à des kilomètres de là. C'était seulement grâce aux travaux routiers que le sac avait refait surface, comme si la montagne elle-même avait décidé qu'il était temps de révéler ses secrets. Vincent se rendait au refuge chaque année le 31 octobre. Il y restait quelques heures, seul, parlant à voix basse à ses parents, leur racontant sa vie, les remerciant.
La montagne était silencieuse ces jours-là, respectueuse, gardienne de mémoire qui avait finalement été honorée. Cette histoire nous montre comment le désir de faire justice, même pour des événements du passé, peut avoir des conséquences profondes et inattendues. Marc, Sophie, Julien et Élise ont payé le prix ultime pour leur conscience morale, mais leur sacrifice a permis à 16 âmes d'être finalement reconnues et honorées. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait le même choix à leur place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché et que vous appréciez ce type d'enquête approfondie sur des cas réels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse au mystère et à l'histoire. Merci de votre attention.